Bonjour, bienvenue au nom d'Attaque Luxembourg et de Utica pour la 3e conférence lunch de cette année. Donc pour cette fois, nous allons pas traiter d'un sujet, généralement on traite surtout d'écologie ou d'économie au sens général, mais on va s'intéresser cette fois-ci à la sphère sociologique et en plus particulier la question du management dans les entreprises et pas dans toutes les entreprises, mais dans un type très particulier, puisqu'on va s'intéresser donc à la question du management dans les sociétés d'audit, donc dites les Big Four, qui, comme vous le savez, sont très bien représentés au Luxembourg et pèsent très lourd, aussi bien économiquement que symboliquement. Donc voilà, on va parler des Big Four, on ne va pas parler des Big Four comme on a pu en parler hier par exemple, dans l'actualité, sur des questions d'optimisation fiscale. On va plutôt donc s'intéresser à la question du management dans ces entreprises-là, sachant que ce management a depuis contaminé d'autres secteurs de l'économie, et j'utilise tout à fait volontairement ce terme-là, dans la mesure où ce management pose des problèmes en termes éthique, déontologique, etc. Mais bon, je ne vais pas développer ça. Je remercie Sébastien Stenger d'être venu nous rendre visite. Donc, il va vous détailler ça en détail. Et comme d'habitude, à la fin, pour ceux qui souhaitent, vous pourrez donc faire dédicacer son ouvrage qui a été donc primé récemment, donc comme un ouvrage de grande qualité. C'est une thèse en fait, hein, c'est ça. Oui. Donc voilà, c'est rare que les thèses soient publiées, mais celle-ci valait la peine. Et voilà. Donc je vous remercie et je vous laisse la parole. Bien, merci à vous. Je suis très heureux de cette première venue pour moi au Luxembourg, et pour vous parler donc des cabinets de conseil et d'audit Big Four que j'ai étudiés dans ma thèse, et pour essayer de vous donner quelques éléments de résultats de mon enquête, comment j'ai fait cette enquête, sur effectivement comment fonctionnent ces cabinets et surtout pourquoi on y travaille, qu'est-ce que les gens viennent y chercher. Alors peut-être quelques mots rapides de présentation sur ces cabinets, même si ils vous sont familiers. Donc les Big Four, c'est 4 grands cabinets de conseil et d'audit anglo-saxons, dont l'implantation est internationale, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte et KPMG, et qui proposent une multitude de services aux entreprises, audit, conseil juridique, conseil fiscal, etc. Donc tous les 4 sont présents au Luxembourg, j'imagine. Ces acteurs, en effet, sont effectivement influents dans le monde économique, et leur renommée attire tous les ans des candidats en quête d'une expérience valorisante. Quelques exemples. Sur leur influence, par exemple en France, 76 mandats des 80 mandats d'audit des entreprises du CAC 40 sont faites par les Big Four, parce que c'est des doubles mandats pour le CAC 40. Et ces cabinets figurent systématiquement toujours parmi les employeurs les plus attractifs pour les jeunes diplômés. Cette influence, elle est aussi, elle est économique, mais elle est aussi, on pourrait dire, symbolique ou en tout cas managériale, puisque on peut aussi souligner que justement leur modèle managérial, il est souvent reproduit dans les entreprises que ces cabinets conseillent, soit directement par leur activité de conseil, soit indirectement via le placement de leurs anciens salariés à des postes de direction dans les entreprises clientes. Ces cabinets sont en quelque sorte des lieux de transition, on pourra le redire, pour l'élite économique, en vue d'accélérer sa carrière et d'obtenir des postes de direction. Donc, ou alors, je pense aussi par exemple à d'autres enquêtes qui ont souligné, il y a une enquête qui a été faite en France par 2 sociologues de Sciences Po sur les CV des directeurs financiers des entreprises en France, et qui montrait justement qu'ils étaient la plupart d'entre eux
passé par ces cabinets et quel rôle avaient joué ces cabinets, on va dire, dans la sensibilisation de ces dirigeants à la valorisation financière, à des éléments financiers de performance, par exemple. Donc, voilà pour leur influence. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé au premier abord? En réalité, le point de départ, on pourrait dire, de mon enquête, c'était l'intensité des rythmes de travail. Puisqu'on trouve dans ces cabinets, en tout cas en France, en Angleterre, mais j'imagine aussi au Luxembourg, enfin, pour en discuter, mais une culture, une sorte d'extreme hour culture, c'est-à-dire les salariés de ces cabinets n'hésitent pas à travailler le week-end, la nuit, ou faire des nocturnes, et cette expérience implique des sacrifices de leur vie personnelle. Et je donne un exemple dans mon livre, alors c'est pas dans un cabinet, mais c'était pour illustrer, un exemple qui avait trouvé un peu d'écho médiatique à la suite du décès d'un stagiaire dans la banque d'affaires Merrill Lynch en 2013, d'une crise d'épilepsie après 3 nuits blanches. Et donc le stress et le manque de sommeil avaient été à l'origine de son décès. Et la presse avait noté à l'époque que ce stagiaire était adepte de la pratique du magic roundabout. C'est ce qu'ils appellent le managed magic, c'est-à-dire le fait de sortir du travail en taxi, de revenir chez soi, se doucher et de repartir le travail à 4h ou à 5h du matin. Et la presse notait aussi à l'époque que les autres stagiaires s'étaient vus proposer de terminer plus tôt leur stage, étant donné le choc qu'ils avaient pu avoir, et qu'ils avaient tous décidé de travailler jusqu'au dernier jour dans l'espoir de décrocher le poste très compétitif d'analyste à plein temps. Alors, j'ai pas trouvé de tels comportements extrêmes dans les Big Four, mais c'est pour dire qu'on c'est paradigmatique et qu'on y trouve aussi dans ces cabinets une culture qui encourage les salariés à aller au bout de leurs limites et à concourir pour les premières places lors d'évaluations qui sont régulières à chaque mission, et puis même ensuite de classement annuel des salariés. Et donc des carrières sélectives et compétitives, et le fait de consentir à ces horaires à rallonge, c'est présenté comme une sorte de rite de passage ou de morale professionnelle. Donc la question, c'est pourquoi un tel engouement ? Pourquoi choisir ces cabinets ? Alors traditionnellement, on pourrait dire, rationnellement, l'implication dans ces entreprises est présentée comme le résultat de l'intérêt économique, on pourrait dire. Et en effet, c'est des arguments que je conteste pas. Les bénéfices de cette expérience sont nombreux pour ceux qui y travaillent. La rémunération est avantageuse, le travail est formateur, et surtout, comme j'ai dit, le passage par ces cabinets est un formidable accélérateur de travail, de carrière, une marque en quelque sorte, un tampon sur le CV qui permet d'accéder à des postes de direction plus rapidement que si on faisait une carrière classique en entreprise en quelque sorte. Alors, mon point de vue, c'est de dire, je ne remets pas en cause ces explications, mais c'est de souligner que l'engagement dans le travail ne se réduit pas à ces incitations rationnelles, et qu'il est paradoxal, c'est-à-dire on trouve dans ces salariés à la fois un fort désir de réussir, de tenir la distance, et en même temps une plainte récurrente par rapport au stress, aux sacrifices qui accompagnent le travail, et à l'incertitude aussi des carrières. Je vais y revenir, il y a le système upper-out, donc ils peuvent se voir, on peut leur demander de quitter l'entreprise. Donc, voilà, les auditeurs des Big Four ou les consultants, ce ne sont pas des homo economicus rationnels qu'on décrit parfois. Et j'ai voulu donc porter mon regard sur la dimension, on va dire, affective et symbolique du travail. C'est ça principalement que je vais
développer et souligner que effectivement le passage par ces cabinets finalement a une dimension de distinction sociale, et donc en fait qu'on trouve des mécanismes non pas économiques ou extérieurs, mais des mécanismes internes au fonctionnement de l'élite. Voilà, c'est un peu ça ce que je vais expliquer. Peut-être au préalable, avant de commencer, par donner quelques-uns des résultats, des éléments sur mon enquête. Donc, pour cette enquête, je me suis fait recruter pendant 3 mois comme stagiaire auditeur dans un Big Four. Et ensuite que j'ai complété par plus d'une 50aine d'entretiens avec des auditeurs en poste ou des anciens auditeurs de tout grade et voilà. Donc une ethnographie qui se complète bien avec une interview, parce qu'effectivement l'ethnographie, ça m'a permis de me familiariser avec ce monde, de paraître plus légitime aussi lors des entretiens avec les auditeurs, de pouvoir les confronter aussi à ce que j'avais vu. Et à l'inverse, les entretiens, ça me permettait d'approfondir des choses que j'avais pu sentir, mais évidemment, en tant que stagiaire auditeur, on n'est pas en mesure de voir tous les processus sociaux de ces cabinets. Voilà pour l'enquête. Alors, premier chapitre, en quelque sorte, ou premier point, oui. Non, mais allez-y, vous pouvez poser des questions. Ce stage, oui. Alors, en réalité, oui et non. C'est-à-dire, je me suis présenté auprès des associés comme étant en thèse. Voilà. Et je faisais ma thèse dans une grande école de commerce, donc ça n'a pas posé de problème particulier. Ils étaient bien au courant que je voulais découvrir le métier dans le cadre de ma thèse. Et pour eux ensuite, au fond, ils avaient besoin de main-d'œuvre pour la période de clôture des comptes. À un moment de reprise de l'activité post-crise 2008, c'était en 2012, où ils avaient mal anticipé leur recrutement, donc ils étaient assez contents finalement. Et je dis pourquoi oui et non, parce qu'en fait, une fois sur le terrain, on change de mission tous les 3 jours, on tourne. En réalité, auprès des équipes, je me suis pas. Et les équipes ne savaient pas. On rencontre en 3 mois de 150 personnes, donc tous mes collègues travailleurs ne savaient pas que j'étais en thèse. J'étais un stagiaire comme un autre. Voilà, pour dire les modalités d'enquête. Donc, une fois sur le terrain, finalement, je n'étais pas identifié comme un observateur qui aurait pu perturber le déroulement normal des choses. Non, c'était plutôt un avantage, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, le premier chapitre, c'est sur le système upper-out. Je me suis intéressé à ce mode de management particulier qu'on trouve dans ces cabinets, que vous connaissez peut-être et qu'on retrouve par ailleurs dans la plupart des cabinets de conseil, d'avocats, etc. Le système upper-out, donc ça désigne un dispositif de gestion des ressources humaines qui permet à ces cabinets de sélectionner les meilleurs auditeurs ou consultants. Ceux-ci sont destinés au terme d'un parcours d'apprentissage composé d'une dizaine de grades, en fait, à devenir des associés propriétaires d'une partie du capital de l'entreprise. Donc tous les auditeurs sont recrutés au premier grade de junior et ils sont classés chaque année les uns par rapport aux autres en fonction de leur performance. Les meilleurs sont promus au grade d'après et les moins bons sont invités à quitter le cabinet. Donc en conséquent, on a un turnover assez élevé, c'est-à-dire en moyenne 20% d'une promotion d'entrée est encore présente 5 années plus tard dans l'entreprise au grade de manager. Et il n'y a pas de recrutement latéraux, en tout cas, par exemple. C'est-à-dire, en conseil, c'est un peu plus le cas, mais ici, non. Les associés, ce sont d'anciens juniors, en quelque sorte. Mais ça va être sur une promotion de 100.
auditeurs, par exemple, en France, c'est à peu près ça, dans un cabinet, et un va devenir associé. Donc, quelques exemples pour illustrer ça. Donc, une auditrice qui m'explique, chez KPE, on est noté de 1 à 4. 1, on est super fort. 4, on est en dessous des attentes. Et si on est 4, on a un 4, on est viré. Alors, j'expliquerai, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le droit français ne le permet pas. Aux États-Unis, oui, mais en tout cas, voilà le principe. Et donc, une autre qui explique, alors pour t'expliquer le système des évaluations, tous les ans, à partir du mois de mars, on a ce qu'on appelle des comités d'évaluation. Où, dans ces comités, finalement, on fait la synthèse de toutes les évaluations qu'on a eues sur chaque mission. Parce qu'il y a vraiment un dispositif d'évaluation très sophistiqué à chaque mission. Et donc, ensuite, le comité va classer les auditeurs les uns par rapport aux autres. Et donc, elle dit, tout le monde se réunit pendant des heures, et là, c'est un peu la foire d'empoigne, où chacun défend les gens dont ils ont le plus besoin, leurs ressources stratégiques. Donc là, c'est un de mes premiers points, c'est de dire, quelles sont mes constatations ? Alors, c'est pas complètement novateur, mais en tout cas, c'est de dire, on a un système d'évaluation qui se présente comme étant méritocratique, objectif, et en réalité, je souligne que derrière ce système sophistiqué, l'évaluation objective de la performance est impossible et qu'en réalité, les promotions sont très politiques et subjectives. Et qu'est-ce qui va jouer un rôle important, en tout cas en France, dans ce que j'ai observé ? Le diplôme d'origine, les alliances qu'on peut nouer entre collègues, ou la manifestation d'un engagement corps et âme vont être des critères importants pour se différencier. Donc c'est voilà, quelques exemples, ce que soulignent ces auditeurs. Donc une qui dit, il faut se montrer, il faut montrer que tu es là et disponible même si tu as fini de travailler. Un autre qui explique le rôle d'être soutenu pour ses promotions par un supérieur hiérarchique, une sorte d'alliance. Donc il faut être remarqué par quelqu'un. Les évaluations sont politiques. C'est important, mais c'est aussi les personnes qui les font qui sont importantes. Donc par exemple, si tu travailles pour un manager qui n'est pas visible, qui ne s'affirme pas, tu vas te faire avoir en comité d'éval. C'est pour ça qu'il faut savoir travailler avec les bonnes personnes. Et un autre qui dit c'est un système de troc. En fait, les managers et les associés ont besoin d'avoir des juniors fidèles, impliqués, dévoués sur leur mission, parce que le travail d'audit, en réalité, il est fait en grande partie par les 4 premiers grades. Derrière, à proprement parler, les managers et associés ne produisent pas d'audit. C'est essentiellement la gestion de la relation client et de la supervision. Et donc, il y a ces alliances où, effectivement, un manager a besoin de fidéliser des juniors. Il y a une sorte de bataille en interne et un junior a besoin de soutien, si possible, d'associés puissants ou visibles en vue de ses promotions. Et donc c'est ce que je souligne, et je compare ça en quelque sorte à une société de cour de Louis XIV, de dire que ces cabinets favorisent en interne une vie courtisane où la capacité à réseauter et à manipuler les relations informelles est essentielle pour faire carrière. Il y a une sorte de bourse aux valeurs où les individus ont des réputations. Par exemple, donc ils sont staffés sur les missions, parce que toutes les missions d'audit, elles arrivent, et donc si on est moins bien staffé, par exemple si le planning n'est pas rempli, ça veut dire qu'on n'a pas une très bonne cote au sein du cabinet. Et c'est un mauvais signe. Ça veut dire que si on a une semaine où il y a un trou, ça veut dire qu'on sert à rien en quelque sorte. Alors que si le planning est rempli tout de suite, c'est plutôt des signaux positifs. Donc les auditeurs, je dis, ils reçoivent en quelque sorte des signes concrets sur leur réputation et leurs chances de promotion, qui leur permettent d'anticiper leur futur dans le cabinet. Et donc, par exemple, c'est pour ça que j'explique que donc c'est up or out, mais en fait, la sortie du cabinet, c'est pas comme je sais plus si j'ai mis, oui voilà, comme cet auditeur l'explique, c'est pas un événement qui vous tombe dessus en disant vous êtes viré. On a des signes avant de ça, c'est-à-dire une mauvaise note sur une mission, c'est des signes que le cabinet ne vous projette plus dans l'entreprise. Et c'est pour ça que les départs, je souligne, sont volontaires, parce qu'il y a assez peu de conflits, mais ils sont volontaires mais suggérés.
par le cabinet, en quelque sorte. Donc, il y a assez peu de conflits. Souvent, ça se négocie, c'est-à-dire on a des signes, on sait que on va pas pouvoir continuer, et donc même si ça fait pas plaisir, ça peut donner lieu quand même à des frustrations, des conflits, mais ça se négocie en interne, un chèque, ou en tout cas, et il y a rarement en tout cas de rupture, de conflits aux tribunaux. Parce que aucune des parties prenantes n'a intérêt, parce que même par la suite de la carrière de l'auditeur, finalement, c'est un petit monde, celui des directeurs financiers ou de direction financière. Donc il va avoir besoin aussi de partir en bonne relation avec le cabinet pour avoir le soutien possible dans sa future carrière. Voilà. Ou il pourra d'ailleurs être aussi, dans sa carrière en entreprise, être prescripteur ensuite des services du cabinet d'audit. Donc voilà, cet auditeur explique, tu le sens quand tu vas te faire te débarquer, c'est pas un truc qui te tombe sur la figure, c'est progressif. Là je sens que je vais peut-être redoubler, parce qu'on peut redoubler son grade. Et le message, c'est si tu redoubles, vaut mieux que tu t'en ailles. Voilà, on te dit gentiment que ce serait bien que tu cherches autre chose. Alors, deux choses pour finir sur ce point du système upper-out. D'abord, je dis... Alors, on peut trouver cette dimension politique des carrières dans beaucoup d'entreprises. Ici, je souligne qu'elle est particulièrement, la compétition est particulièrement sévère et ordonnée. Donc, on a quelque chose, effectivement, comme un survival game, c'est une espèce d'Hunger Games, on pourrait dire. Et surtout, parce que souvent, on va dire, les auditeurs, ils savent que ce n'est qu'un passage pour eux. Beaucoup vont dire je ne veux pas rester, mais le fait que ça soit qu'un passage, ça ne les empêche pas de se prendre au jeu et de ne pas vouloir défaillir pour autant, parce que ça ne fait jamais plaisir d'être mal noté. Donc ils sont attachés à l'estime de leur père, ou même ils veulent quand même passer au grade supérieur parce que ça va aussi influencer leur capacité à se reconvertir à l'extérieur du cabinet. Donc en tout cas pour dire que ils se prennent tous au jeu de cet upper-out. Et que ce upper-out, donc, il peut créer de la motivation, puisqu'il y a une grille hiérarchique très structurante, et qu'on pourrait imaginer que c'est qu'un résultat est d'autant plus gratifiant qu'il est incertain, mais évidemment, et on y reviendra un peu, je souligne aussi qu'il y a des sources d'inquiétude, d'incertitude, ou de stress et de frustration aussi. Donc par exemple, cette auditrice dit que c'est usant, que chaque année il faut s'accrocher et ça s'arrête jamais. Je souligne aussi un dernier point, c'est que on constate et notamment que ce modèle de carrière est défavorable aux femmes, en dépit de nombreuses actions qu'ont mises en œuvre ces cabinets pour les promouvoir à des postes de pouvoir. Parce que, effectivement, ils ont mis en œuvre pas mal d'actions. Pour des raisons d'image, mais bon, en tout cas pour promouvoir les femmes. Mais en réalité, elles sont seulement toujours 18%, alors en tout cas en France, des associés. Et encore, ce chiffre, on pourrait dire, il est un peu gonflé, parce que derrière, c'est souvent des positions d'associés, mais secondaires, c'est-à-dire associés en charge des ressources humaines ou de la diversité, par exemple. Alors qu'il y a au sein des associés des rapports de pouvoir aussi, toujours. Alors que les femmes constituent 50% des recrutements à l'entrée. Donc pourquoi on pourrait dire d'abord parce que ce modèle de surinvestissement professionnel, il est difficilement compatible avec la prise en charge d'un travail domestique qui échoue encore de nos jours bien souvent aux femmes. Et par exemple, rien que le congé de maternité va écarter les femmes pendant quelques mois des relations de pouvoir et donc ça va les affaiblir. Et donc j'ai vu des femmes effectivement qui craignaient de perdre leur dossier, par exemple, leur client d'audit, parce que si elles partent on le donne à quelqu'un d'autre, est-ce que je suis sûr de le récupérer? Ou qui ont le sentiment, parce que c'est aussi en interne, d'être écartées, parce qu'une fois qu'elles sont mères, les pères vont les considérer qu'elles seront moins disponibles. Donc c'est effectivement ce que dit par exemple cet auditeur. Il dit je pense que c'est mal perçu pour une femme d'avoir un enfant. Mais il ne faut pas se voiler la face, quand tu es une femme et que tu as des enfants, ils vont être malades pendant la nuit, le lendemain tu vas être moins efficace, il faut les emmener chez le pédiatre, etc. Donc on a aussi des éléments
informelles qui viennent renforcer le fait que ça soit plus difficile pour une femme mère, en tout cas, de se conformer aux attentes du groupe et à l'investissement corps et âme dans le travail. Et on peut aussi, par exemple, souligner par ailleurs un dernier obstacle aussi, c'est quand on est femme à un certain niveau de pouvoir, elles sont entourées que d'hommes, et donc elles sont confrontées à des sociabilités masculines qui peuvent les écarter aussi, là encore, du pouvoir. Je pense par exemple à une associée qui me disait que lors d'un séminaire de team building, entre associés, toutes les activités étaient conçues autour du foot et du rugby. Donc voilà, des pratiques qui peuvent être moins intégratrices pour les femmes. Bon, même si elles peuvent aimer, par ailleurs, le foot et le rugby. Alors, deuxième point, deuxième partie, il y en a 3. Le deuxième point, c'est effectivement... Pourquoi rejoindre ces cabinets ? Qu'est-ce que les gens... qu'est-ce qui fait qu'on choisit ce métier ? Alors, ici, effectivement, c'est que j'ai voulu montrer derrière l'apparente rationalité la dimension affective du travail. C'est-à-dire que la rémunération ne suffit pas à rendre compte de l'investissement et que... au fond, les auditeurs que j'ai vus, c'était des gens qui étaient très soumis très dépendants de l'estime de leur père, de l'opinion du groupe, et soucieux de se démarquer de leurs semblables. Et donc c'est ça sur quoi je vais insister, c'est-à-dire que le fait qu'il y a une ambition sociale là-dedans, et peut-être, en tout cas, tout aussi importante que l'ambition économique. Alors, ça, je vais du coup souligner pas mal le lien avec la formation scolaire des élites en France, mais on pourra ensuite discuter au Luxembourg qui seraient ces profils. Enfin, j'ai un peu réfléchi, en tout cas, je suis content d'en savoir plus. Alors, donc effectivement, premier point, c'est que j'observe que les auditeurs ne se définissent pas par leurs compétences professionnelles, ou c'est moins le métier qui attire les salariés que le prestige du cabinet. Et donc je souligne que le passage par un de ces cabinets a une fonction de distinction sociale qui leur donne le sentiment d'appartenir à une élite sélective. Et dans ce cadre, le goût du classement, la capacité à résister au stress, à la fatigue, à une charge de travail très importante, sont des marqueurs de supériorité sociale. Qu'est-ce qu'il dit cet auditeur, par exemple ? T'as envie de faire partie de ce monde. C'est une élite, c'est un club fermé. La plupart des DG et des membres de Codir, des grands groupes français, sont passés par les Big Four. Pour y rentrer, c'est comme un sacerdoce. Ça demande des sacrifices, mais les meilleurs réussissent. Donc, le sentiment de faire partie d'un groupe de gens supérieurs, d'être auréolé de prestige, est une fin en soi. Et donc, le cabinet, voilà, il y a une ambition sociale. Je donne un autre exemple, je crois. Quand tu travailles dans un Big Four, tu es entouré de gens particulièrement brillants. Alors... cette volonté d'être membre de l'élite les conduit à souscrire à l'opinion du groupe et à être dépendants du cabinet. C'est surtout ça que j'insiste. Et parce qu'effectivement, ce que j'ai observé, c'est que souvent les auditeurs ils étaient très soumis à l'opinion de leur père, mais qu'ils étaient révoltés et dépendants. Révoltés parce qu'à la fois ils avaient le sentiment de devoir sacrifier beaucoup au cabinet, de devoir travailler au-delà du raisonnable, et dépendant parce que justement ils ne pouvaient pas si facilement quitter le cabinet sans renoncer à l'estime de leur père et à l'estime d'eux-mêmes, et donc qui fondait leur identité, et avec l'idée que c'était un enjeu de réussir dans ce cabinet, c'était un enjeu de se prouver qu'on est membre de cette élite en quelque sorte. Alors je souligne le fait en effet que les auditeurs sont en quelque sorte soumis à l'opinion du groupe,
Il faut être capable de se dire tout ça c'est des étiquettes et on n'a rien à foutre. Je suis sûr qu'il y a des jobs 1000 fois plus passionnants dans d'autres trucs, mais on a été formaté par ça, c'est dur de sortir des étiquettes. Et de souligner aussi le rôle des institutions scolaires dans la production de ce rapport élitiste au travail. Donc par exemple, souvent ils présentent les Big Four, le conseil ou l'audit, comme la suite de la voie royale. La voie royale, ce qu'on appelle en France le fait de faire une classe préparatoire puis des grandes écoles. Donc c'est la continuité finalement de la fabrication de l'élite. Alors, donc le besoin que cette valeur soit confirmée par le groupe joue un rôle important. Alors, je dis le statut d'élite, il ne découle pas seulement de la position de pouvoir objective qu'occupent les auditeurs et les consultants. Ils ont effectivement un pouvoir dans le monde économique, mais il découle aussi de certains comportements distinctifs qui permettent de se démarquer du plus grand nombre. Et un des aspects, en effet, que je souligne, c'est de dire, c'est en quelque sorte la maîtrise de soi, ou la force de travail. Et je dis, la grandeur découle d'une capacité à endurer une forte charge de travail sans se sentir dépassé. Donc par exemple, il y a un qui me dit, voilà, moi on dit que je suis fort parce que j'encaisse bien. Dans le cabinet, c'est un peu ça, tu es vu comme un héros quand tu es capable de faire face à une grosse masse de travail. Ceux qui ne savent pas faire face à cette pression peuvent et se conformer à ces comportements élitistes du groupe vont se sentir infériorisés ou en tout cas vont être amenés à quitter le cabinet. Donc par exemple, on me raconte que effectivement quelqu'un qui a fait un burn-out s'est dit c'est pas pour moi et donc je sais pas gérer la pression et je quitte le cabinet. Alors, et sur ce point, je dis, donc effectivement, on voit dans le cabinet que le fait d'être un robot, d'être qualifié d'un robot, c'est une désignation flatteuse, ou le fait d'être débordé, c'est un signe de supériorité sociale. Et ça peut surprendre, parce qu'on pourrait s'attendre à imaginer que cette valorisation de la force de travail, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve habituellement dans la force de travail ouvrière, cet côté de valorisation des forces stakhanovistes, un peu viril. Et je dis certes, mais en même temps, on peut finalement retrouver dans cet investissement hors norme la marque assez classique des rituels ascétiques qui consacrent les élites et où la résistance aux épreuves est vue comme une affirmation publique de la maîtrise de soi qui donne droit à la maîtrise des autres. Donc on peut voir ça dans beaucoup d'institutions de consécration de l'élite, cette espèce d'épreuve, de dureté. Donc en France, je pense évidemment aux classes préparatoires d'où ils sont issus, mais dans d'autres pays, les écoles victoriennes ou les prep schools, on pourrait avoir ces mêmes dimensions d'élite. Alors, pour finir sur ce point, je dis qu'en conséquent, les logiques professionnelles sont secondaires. Et effectivement que les auditeurs vont se définir moins par leur réalisation professionnelle que par un certain mode d'être. D'autant plus que leur réalisation professionnelle, à savoir faire un audit, c'est quelque chose d'assez abstrait, d'éphémère. C'est beaucoup de travail. Pendant un mois, vous épluchez toutes les factures de l'entreprise et à la fin, ça se termine que par un papier d'une page dans lequel les comptes sont certifiés. Donc, il n'y a pas d'identification au résultat final du travail d'auditeur qui est un peu aride quand même, et n'est pas non plus aussi d'identification tant que ça au sens ou à l'utilité sociale que pourrait avoir ce travail, puisqu'il a une fonction sociale. Mais donc voilà, ils s'identifient davantage à leur mode d'être, et donc effectivement, je souligne que l'expérience a parfois l'apparence d'un sport. Donc cet auditeur, par exemple, senior manager, donc, qui a plus de 9 ans d'expérience, qui dit
qui compare le travail en cabinet avec un Ironman, alors que l'entreprise normale, c'est un marathon. Donc il y a bien aussi cette opposition que je retrouve dans ce rapport élitiste au travail, une opposition entre l'entreprise normale, vue comme plus bureaucratique, plus morne, et par opposition avec la vie en cabinet, plus ascétique, mais aussi effectivement plus challengeante ou prestigieuse en tout cas. Et souvent, le départ du cabinet pour une entreprise normale, comme ils l'appellent, dans une direction financière, est vu comme une descension sociale. C'est-à-dire ils ont le sentiment d'avoir perdu en prestige. Donc, tout ça pour expliquer pourquoi les auditeurs sont motivés comme ils le sont et sont attachés à leur travail, et pourquoi, en dépit presque de la rationalité économique, alors que bien souvent ils pourraient trouver des positions financièrement aussi avantageuses dans d'autres entreprises, mais pourquoi on va là-bas et pourquoi on travaille à ce point. Alors, voilà, le système Upper Out donc a une fonction de prestige pour les auditeurs. Et pour ajouter évidemment que au finalement, c'est cette pression intérieure à pas défaillir, à être membre de l'élite, qui souvent les auditeurs mentionnent comme étant plus forte même que la pression du cabinet ou du système Upper Out. Et c'est cette pression intérieure qui les conduit parfois à aller bien au-delà des attentes du cabinet. Il y a des managers qui m'expliquent qu'ils disent à leurs salariés de partir, mais ils vont rester, par exemple, ou ils vont se reconnecter. Et c'est aussi cette pression intérieure de ne pas défaillir par rapport au groupe qui explique, et tout ça mêlé avec l'incertitude de réussir, qui explique aussi justement le stress phénoménal qu'on peut observer parfois et qui peut conduire à en tout cas des problèmes psychosociaux, de burn-out par exemple. Enfin, c'est quelque chose qui arrive en effet. Alors pour terminer, je termine en essayant de distinguer trois profils sur la façon dont ils vont quitter le cabinet. Et donc, c'est-à-dire trois modalités de sortie du cabinet et de rebondir face à la fin des chances de succès. Quand on vous dit, c'est fini. Donc, je distingue trois profils. Le premier, c'est le jobard. Le jobard, ça désigne l'auditeur pour qui la fin des chances de promotion est vue comme un échec, un refus de reconnaître son appartenance au groupe. Et donc, il a le sentiment d'avoir été floué. Et ça va désigner un profil qui va manifester son mécontentement de façon brutale. Par exemple, j'ai vu des mails envoyés entièrement au staff, à l'équipe, pour protester. Ou en tout cas, là, on a un départ du cabinet qui n'est pas apaisé. Et voilà. Et qui se sent humilié, finalement, par ça. Le deuxième profil, au contraire, l'intégré distancié désigne quelqu'un pour qui la sortie du cabinet n'est pas vécue comme un échec, qui ébranle les fondements de son estime personnelle. Et donc, le pôle intégré distancié, ça désigne le profil qui va accepter la fin des chances de promotion et qui va investir des espaces alternatifs pour se définir indépendamment du cabinet, sa réussite ou non du cabinet. Et alors ça, je dis que c'est souvent possible si l'auditeur a maintenu une sociabilité extra-professionnelle qui favorise pour lui la possibilité de se projeter dans une carrière en dehors du cabinet ou d'avoir des référentiels de valeurs alternatifs. Parce que souvent, ce qu'on observe, c'est que les auditeurs, c'est un monde assez clos. C'est-à-dire, comme on travaille beaucoup, on finit par sortir plutôt...
ses collègues deviennent les amis, donc ça peut créer un référentiel de valeur unique dont il est d'autant plus difficile de se détacher. Et donc là, par exemple, je souligne le rôle des familles, aussi dans la capacité de l'auditeur à s'autonomiser du cabinet. Et par exemple, quand les familles, le conjoint ou les parents désapprouvent l'expérience du cabinet en disant c'est pas possible, démissionne, tu travailles trop. Bon. Alors que quand la famille est plutôt accordée à la vie ascétique du cabinet, ça peut être plus compliqué. Et enfin, troisième modalité de sortie, ce que j'appelle le forfait, c'est-à-dire la sortie du cabinet par abandon. L'auditeur se met subitement en retrait de la compétition. Donc ça peut être à la faveur d'un événement qui remet brutalement en question le sens de l'engagement, un accident ou une maladie, ou par exemple pour une femme, la maternité. Vous savez que ça, c'était souvent un moment de mise à distance du sens de l'engagement tel qu'il était avant. Mais aussi un abandon par épuisement, tout simplement parce qu'on en a marre et qu'on veut passer à autre chose. Donc voilà, en conclusion, sur ces cabinets, c'était l'idée de souligner leur mode de fonctionnement et en sachant que celui-ci, en effet, il est reproduit de plus en plus dans d'autres entreprises. Ça nous permet aussi peut-être d'éclairer d'une façon différente les débats récurrents qu'on a sur ces cabinets et sur leur capacité ou non à prévenir les fraudes ou les scandales financiers. Et notamment les débats qu'il y a sur l'ambivalence entre l'orientation commerciale de ces cabinets, la recherche de rentabilité, et le souci professionnel et de l'éthique de l'auditeur de contrôle des comptes. Et donc là, ça permet aussi de voir de l'intérieur comment effectivement ces cabinets ne cultivent pas nécessairement une culture professionnelle, mais puisque la culture est axée davantage sur, selon moi, des éléments élitistes, en tout cas purs, de démarcation sociale et voilà. Enfin, pour cette première point, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voici. Donc, si vous pouviez juste lever la main, comme ça, on peut prendre plusieurs questions en même temps, je suppose. Donc, madame. C'est plutôt une constatation. C'est plutôt une constatation, c'est-à-dire que ces Big Four, comme le nom l'indique, sont très puissants puisque leur but, c'est le pouvoir sur les autres. Donc, l'élément humain est complètement rayé de leur soi-disant valeur. Le danger, selon moi, je travaille dans le social. Le danger, c'est que ces firmes ont beaucoup comme la pieuvre, n'est-ce pas, des tentacules dans tous les secteurs de la société. Donc, premièrement, ils sont complètement en dehors du système de l'état de droit, parce qu'ils font le droit eux-mêmes. Et donc, ils n'ont aucune, ils ne peuvent pas, d'après leur soi-disant valeur, respecter les lois sociales du pays où ils se trouvent. Voilà. Donc, c'est vraiment, et comme ils exportent leur fonctionnement et leurs idées, n'est-ce pas, de pouvoir sur les autres, ils ne laisseront aucune chance. Ils les ont formatés, ces managers, qui vont aller dans d'autres sociétés et vont manager la société dans ce même esprit, si je peux le dire. Voilà, et avec les mêmes conséquences, beaucoup de problèmes
et de troubles psychosociaux au niveau de la gestion de l'humain. Alors, oui, mais à la fois, bon, c'est sûr qu'ils sont influents, en effet, économiquement en tout cas, peut-être au Luxembourg davantage même, politiquement, mais en France, c'est vrai que cette porosité entre le milieu des affaires et le milieu politique, elle n'est pas tellement avec les Big Four, mais plutôt peut-être avec les banques d'affaires, par exemple. En tout cas, on a un président qui en est issu. Mais donc, les Big Four, par exemple, alors que c'est peut-être le cas, je crois, au Luxembourg, ne positionnent pas directement des gens dans le milieu politique, clairement, en France. En revanche, par contre, c'est vrai que sur alors, ils élaborent pas le droit, mais en revanche, c'est eux qui contribuent en France et dans tous les pays à l'élaboration des normes comptables. Ils sont dans les instances de régulation comptable et ils sont particulièrement influents en raison de leur poids. Donc ça, alors il y a le pouvoir politique qui peut intervenir, mais ils sont aussi producteurs de normes comptables, ça c'est vrai. Alors, et sur leur contrôle, à la fois justement ce que je souligne, c'est ambivalent parce que c'est de dire formatés, mais moi je dis aussi ils étaient déjà formatés avant à ce moment-là. Et donc je souligne la participation ou l'adhésion des individus. Et puisque je dis qu'ils vont même au-delà des attentes du cabinet. Donc, en tout cas. Oui, voilà, c'est pour dire que je mets davantage en lumière le sens que ça a pour les individus et effectivement ce modèle de management qui se diffuse, il est en partie jugé légitime. Et donc, par les individus qui ne font pas que le subir, mais qui participent activement. C'est-à-dire, par exemple, dans ces cabinets, les systèmes d'évaluation, il est très sophistiqué. Donc, parfois, c'est tous les 3 mois, on fait votre point sur votre performance, où vous en êtes par rapport aux autres, quelle est votre trajectoire potentielle. Mais les individus, ils sont producteurs de... D'ailleurs, les comités d'évaluation, ça réunit toujours le grade hiérarchique au-dessus, qui juge celui en dessous, et ils produisent des jugements permanents sur les autres et sur eux-mêmes. Un tel est bon, un tel est moins bon, celui-là il est mauvais, le prend pas. Donc voilà, c'est pour dire, et c'est ce que je discutais en arrivant tout à l'heure, c'est de dire à quel point ces modes de management sont légitimes, c'est qu'on les retrouve aussi dans d'autres mondes du travail, mais dans la société dans son ensemble, parce que derrière il y a l'idée quand même de méritocratie, tout en évacuant peut-être la face obscure de la méritocratie, qui est qu'elle exerce une violence symbolique. Parce que tout le monde ne gagne pas, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est celui qui n'a pas réussi ? Voilà. Je ne sais pas si... En effet, ce ne sont plus des individus, cette sorte de comportement. Ce sont des esclaves qui croient qu'ils sont l'élite. Hein. Est-ce qu'on peut dire comme ça ? En réalité, ce sont des esclaves de leur pensée. Vraiment des esclaves. J'utilise ce mot parce que je veux l'utiliser. Alors, je n'utilise pas ce mot. Je dis qu'ils sont dépendants, c'est vrai, en quelque sorte. Donc c'est vrai qu'ils sont à la fois... dominant et dominé, en quelque sorte. Je dis ça, c'est vrai. Et ils le disent eux-mêmes aussi, parce qu'il y a cette ambivalence. Alors, en revanche, néanmoins, même si je montre effectivement cette ambition sociale qui les emprisonne, ou le jugement des pairs, cette volonté de se démarquer de ses semblables, d'être membre d'une élite, en dehors, derrière, les facteurs économiques, ils restent objectifs. C'est-à-dire, objectivement, le passage par ces cabinets va leur donner une position de pouvoir économique. Ah, alors ça, c'est pour autre chose, mais ça, ils en font. Mais en tout cas, derrière, on peut produire un jugement de valeur sur le sens que ça a, mais en tout cas, ils sont dépendants en se rendant de ces cabinets, mais ils y obtiennent quelque chose néanmoins. C'est pas purement irrationnel non plus. Alors après,
quel sens ça a pour eux, on peut discuter, mais ils deviendront effectivement directeurs financiers, on pourrait dire. Monsieur, est-ce qu'il y a des sanctions pour des cabinets qui donnent un rapport qui, après coup, se trouve faux? Exemple, une firme anglaise de bâtiment avait un bon rapport et a quand même fait faillite 2 mois après. Oui. Alors, je crois pas. Enfin, là, je ne pourrais pas dire. Je sais que, en gros, la sanction, pour eux, elle est. Est-ce que le législateur sanctionne quand le rapport d'audit s'est avéré faux? Oui, mais alors là, il y avait un problème. Là, c'est pas le rapport était faux. Là, il y avait eu de la fraude. Et par exemple, récemment aussi, William Sorin, dont les comptes ont été certifiés par Mazars et Price, alors qu'en réalité, l'associé de Mazars était de mèche avec la dirigeante et que les comptes étaient faux. Donc là, ça tombe sur le coup de la loi, parce qu'il y a eu... mais si, par exemple, c'est juste le travail a été mal fait, mais il n'y a pas eu de fraude, et que, en fait, la certification des comptes s'avère non pertinente, il n'y a pas d'obligation de résultat. Ça sera une sanction en termes de réputation. Mais s'ils disent la société va bien et que 2 mois après, elle se casse la figure, mais qu'il n'y a pas eu derrière de fraude, mais c'est juste que les auditeurs, les juniors, ils ont débarqué, ils ne connaissaient rien à la mission, ils ont fait bon, et qu'ils n'ont pas vu, là, il n'y a pas de sanction, je pense pas. Mais il faut différencier lorsque le conseil émane de la personne morale, qui, elle, a une obligation de moyens uniquement. Voilà. Et donc là, si cette société n'a pas bien fait son travail, il n'y a pas de conséquences, sauf si maintenant il y a une faute pénale. C'est ça. Mais après, il y a un déguisement, parce qu'il y a la personne morale qui discute, qui conseille, et après, il y a la personne physique derrière. Pour échapper aux sanctions, alors on décale le problème sur une personne physique, soit de la société, soit de nos sociétés de conseil. Et là, c'est ça le problème qu'on a. On n'a pas de complicité de sanction dans ce cas. Ça n'existe pas encore en tant que tel, parce qu'on se limite à obligation de résultat pour obligation de moyens. Et on doit trouver une solution intermédiaire, mais elle n'existe pas. Juridiquement, là, effectivement, dans le cas William Sorin, c'est l'associé de Mazars qui est mise en cause. Après, par exemple, dans le cas de la fraude chez Arthur Andersen pour Enron, c'était tout le cabinet qui avait... Mais bon, c'était plus un effet de réputation, c'était pas juridique. Et même dans votre cas de figure, même si l'associé de Mazars a commis une erreur, ce ne sera pas Mazars, la personne morale, qui sera sanctionnée, mais uniquement le dirigeant ou la personne morale. C'est pour ça que je dis, le problème qu'on a, pas de complicité. La personne morale ne subit pas la sanction. Ça, je ne sais pas le détail juridiquement, mais ça pourrait être lié à leur statut, là encore, qui n'est pas une société. Ce sont les lois, ce sont les trous naturels, les fameuses zones grises, qui viennent avec l'air du temps, avec comment la société... Mais le fait que ce ne soit pas une société anonyme, ça doit peut-être justement... Parce que comme c'est par association, comme c'est une association d'associés cooptés, est-ce que c'est ça qui ne permet pas d'avoir cette zone grise? Non. C'est-à-dire que l'associé signe en son nom propre, et donc il n'engage que sa responsabilité, et pas celui de la société, anonyme dans son ensemble. Non, cet associé est quand même partiellement salarié. Il y a la différence entre l'associé actionnaire ou co-actionnaire. Il y a le gérant qui a... Excusez-moi, il y avait un monsieur qui avait demandé pour poser la question. Oui. Juste pour répondre peut-être à monsieur, je pense qu'il y a le cabinet peut être pénalisé en termes de réputation pour d'autres clients éventuellement. Mais c'est vrai qu'après, il ne sera pas incriminé directement. C'est ça, juridiquement, voilà, je pense qu'après... il ne peut pas. Il y a quand même... J'ai juste pour répondre peut-être à monsieur, peut-être apporter un complément d'information par rapport aux causes en fait, de l'engagement dans les cabinets. Je pense qu'il y a aussi une volonté peut-être d'accéder à une certaine mobilité, en termes d'employabilité. C'est vrai que le fait de passer par des cabinets, après, est très bien vu. Alors, pour multiples raisons. En termes d'employabilité, et les recruteurs sont assez friands de ces profils. Donc, je pense qu'il y a un certain, une certaine processus de négociation. Voilà, je vous donne ça, et en échange, j'augmente mon employabilité et l'accession à d'éventuels postes
plus ou moins prestigieux, à une certaine mobilité en termes d'emploi, mais aussi géographique. Les cabinets étant présents dans le monde entier, après on peut facilement se déplacer dans d'autres pays ou d'autres continents. Étant passé par un cabinet, je peux en reparler. Un point aussi par rapport... Donc du coup, je pense par rapport... Vous disiez que il y avait un sentiment d'appartenir à une élite. Je ne pense pas que la majorité... je pense que c'est plutôt une minorité. La majorité pense plutôt en fait à se faire un beau CV et ensuite quitter le cabinet. Cependant, le problème, c'est qu'en évoluant dans le cabinet, donc les salaires augmentent, forcément. Et après, c'est vrai que, vous avez pointé cet aspect, c'est plus difficile de trouver un salaire de même équivalence en quittant le cabinet. C'est pour ça que plus on attend, plus souvent c'est compliqué de quitter le cabinet. Il y a cet aspect-là aussi, puisqu'en termes de reconnaissance. Oui, c'est vrai. Mais oui, ça, je ne nie pas de toute façon ce rôle de marqueur sur le CV. Mais derrière, en voulant ce marqueur, on se retrouve finalement enchaîné au cabinet. Et à la nécessité de se conformer aux normes de ce groupe. Et donc c'est là où c'est un raisonnement, on va dire, toujours social, pas seulement qu'économique. Et alors que ce groupe est contraignant ou est particulier en termes de mode de management ou de style de vie. Mais effectivement, derrière, c'est un levier de carrière important, même si, alors après je ne sais pas comment ça se passe au Luxembourg, même si, par exemple, les départs du cabinet ne sont pas toujours évidents. On a beau dire c'est pour avoir le marqueur sur le CV, et c'est pas, j'ai souvent vu des gens qui avaient du mal à partir, parce qu'on perd en salaire, mais on perd en prestige, enfin il y a toute cette ambivalence. Alors au Luxembourg, c'est peut-être pas directement comme en France, connecté sur... parce que effectivement, là en France, moi je souligne que la formation scolaire, elle constitue une préparation d'élite, une préparation à l'entrée dans les cabinets. On y retrouve les mêmes épreuves, le même goût du classement, des notes. Enfin, il y a c'est des sortes de conseils de classe, ces comités d'évaluation. On y retrouve la même définition de l'intelligence comme rapidité, comme capacité à être... ou cette même vision binaire des performances, être un bon ou un mauvais. Moi, je trouve cette continuité vraiment très forte entre la formation scolaire et les Big Four en France. Au Luxembourg, c'est peut-être moins le cas, et parce que au Luxembourg, les Big Four ont peut-être, je crois, davantage de recrutement externe, en quelque sorte. Et ça, je me demande, mais c'est à vous de me dire, en quelque sorte, si au Luxembourg, ça ne serait pas aussi, finalement... une façon de contourner, par exemple pour des Français qui auraient un diplôme universitaire et qui l'accès au Big Four en France serait barré à cause de la fermeture de l'élite. Et ça serait une façon finalement d'avoir l'accès à ce prestige ou ce CV, alors que oui, l'accès en France est beaucoup plus clos par l'élite des grandes écoles, par exemple. C'est des questions que je me pose, voilà. Ou d'autres pays en tout cas. Oui. Suite à ça, en effet, je crois que les gens qui parlent des Big Four au Luxembourg, en tout cas au niveau inférieur, viennent plutôt des frontaliers qui n'ont pas passé par les grandes écoles françaises. Est-ce que vous avez une idée si travailler pour un Big Four au Luxembourg est considéré comme une sorte de poubelle? Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez dans votre travail, est-ce qu'il y a des hiérarchisations au niveau des pays? Non. Par contre, non. Mais par contre, en réalité, c'est pas si mobile que ça en interne. C'est-à-dire, c'est pour ça que là, c'est pas des éléments d'enquête objectifs. J'ai pu me poser la question parfois de me dire d'avoir ces parcours effectivement de côté, par exemple de diplômés universitaires que je voyais ou d'écoles plus petites que je voyais aller au Luxembourg. Mais par contre derrière, c'est pas hiérarchisé, c'est juste que il n'y a pas de passerelle finalement tant que ça entre les pays. Ils reviendront pas en France.
Ils ne feront pas carrière en France dans un big, et pas non plus tant que ça carrière en France dans les sièges sociaux et les directions financières des sièges sociaux des entreprises du CAC 40 à Paris. Donc en tout cas voilà, c'est à côté, je pense. Et donc je ne sais pas quels sont les débouchés des Big Four au Luxembourg, mais ça serait intéressant de voir, oui, qu'est-ce qu'ils deviennent. Il y a peut-être un vivier de sièges sociaux au Luxembourg qui suffit pour recruter les anciens des Big, c'est peut-être ça finalement le débouché. Mais en tout cas voilà, je ne dirais pas que c'est hiérarchisé, mais en tout cas c'est pas les mêmes circuits. Ça c'est sûr. Oui, une petite considération avant et puis deux questions. La considération, c'est que je pense qu'aucune organisation du travail est détachée dans une structure sociale ou de travail, détachée de l'objectif qui a la structure qui l'emploie. Ça, c'est fondamental pour comprendre. Comme dans certaines sociétés, la structure que j'appelle du clan, entre guillemets, est la plus adaptée à l'objectif que cette société a. Je prends l'exemple, par exemple, de la société d'audit PwC, voilà. En effet, cette société, moi, c'est mon avis, a comme objectif ultime la gestion de la fraude fiscale au monde. C'est vrai que la structure de clan, ou celle que vous venez d'exemplifier, c'est la meilleure pour se protéger, par exemple, des lanceurs d'alerte. Voilà, ça c'est une chose. Mais les deux questions. Est-ce que les employés de ces sociétés ont connaissance de l'objectif final de certaines sociétés? Est-ce qu'ils ont connaissance où ils sont et pourquoi ils travaillent? Première question. Deuxième question importante, c'est où le rôle du syndicat dans ces sociétés? Est-ce que le concept de syndicat comme gesteur de la problématique ou des problématiques que vous avez énumérées est pris en compte dans ces sociétés? Quel concept, pardon? Le syndicat. Ah, syndicat, oui, d'accord. Pardon, oui. Mon français n'est pas très bon. Non, très bien. Alors, sur les syndicats, il n'y a pas de syndicats. Hein. Non, il n'y en a pas, mais oui. Et puis, ce n'est pas compatible avec le... Attendez. Et puis même de toute façon, les cabinets évidemment n'ont pas envie, et les salariés ne sont pas dans une logique d'action collective. Bon, ils sont appelés des collaborateurs, c'est certes, mais ils sont vus comme potentiellement des futurs associés. J'ai vu quelquefois des moments d'action collective, mais en réalité, c'est plutôt un rapport individuel au travail. Là encore, est-ce que je réussis ou quelle est ma carrière? Donc il n'y a pas. C'est une organisation fluide, on n'est pas censé s'identifier à un grade ou à une position. On est junior pour un an, on n'est pas censé défendre la catégorie de junior, parce que l'année d'après, on ne le saura plus. Donc voilà, de ce fait, effectivement, il n'y a pas... J'avais vu des moments de protestation, mais c'est assez rare, Donc ça, il n'y a pas de syndicat. Oui, voilà. Il y avait la question sur le but ultime. Est-ce que les salariés sont toujours au courant? Le but ultime officiel dans ces cabinets, c'est alors, non. Alors, bon, au Luxembourg, je ne sais pas, mais en tout cas, le but officiel, tel qu'il est présenté dans l'entreprise, c'est, alors évidemment, c'est de faire des audits, et donc c'est la qualité de l'audit. Et ça, c'est vrai que c'est ambivalent pour les auditeurs, parce que l'audit, en quelque sorte, c'est un métier impossible,
de base déjà, indépendamment du problème de fraude fiscale ou ça, parce qu'effectivement, il y a derrière des attentes sociétales de transparence, et en même temps, c'est une activité qui est faite sous contrainte de coût et de temps. Et donc ici, une activité économique, soumise à un impératif de rentabilité. Et donc c'est vrai que ça fait que les auditeurs, parfois, font face à des ambiguïtés dans leur travail, avec le sentiment de devoir bâcler le travail, parce qu'on ne peut pas faire de full audit, c'est impossible, on ne peut pas tout vérifier, donc il y a des méthodologies d'audit qui définissent ce qu'il faut faire, mais indépendamment de ça, finalement, ils ont le sentiment qu'ils doivent gérer, on va dire, intrinsèquement l'impossibilité de ce métier. Et comment se prononcer sur la santé d'une entreprise, parfois, à défaut alors qu'on n'a pas forcément récupéré toutes les preuves d'audit ou qu'on a décidé d'écarter certains risques. Il faut faire et que en plus il y a des contraintes organisationnelles, c'est-à-dire le manager a démissionné, plus personne n'a d'antériorité sur la mission, les dossiers qu'on récupère l'an dernier on ne comprend pas ce qu'il y a dedans, donc il y a tous ces ambivalences-là à laquelle l'auditeur fait face, alors qu'en haut on lui dit l'important c'est la qualité de l'audit, mais lui il est dans une contrainte de coût et de temps. Donc ça c'est le dilemme inhérent à l'audit, je dirais, et il n'y a pas de manière de lui donner une réponse appropriée. Et d'ailleurs, les cabinets, j'ai envie de dire, finalement, eux-mêmes se défendent, par exemple, de vouloir garantir contre la fraude. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Donc ils doivent à la fois défendre l'utilité de leur métier, le service qu'ils rendent, et à la fois ils ne peuvent pas s'engager trop loin parce que c'est pas possible. Et donc ce qu'ils disent, la formulation, qu'ils disent quel est le but de notre travail, c'est, alors de mémoire, de formuler une assurance raisonnable sur la validité des comptes de l'entreprise. Voilà. Donc voilà, pour dire, en tout cas, quel est le but de ces cabinets, on pourrait dire il y a une ambivalence intrinsèque qui fait que à la fois on remet régulièrement en cause leur légitimité parce qu'il y a des scandales qui les éclaboussent et ils essayent de s'en protéger par plus de garanties juridiques et administratives, mais voilà, pour dire elle est intrinsèque et on a une attente de transparence, mais on peut pas l'avoir aboutie et absolue en tout cas. Il y a un monsieur qui a demandé la parole. Voilà. Dans quelle mesure les constats que vous faites sont simplement la conséquence d'un système capitaliste? C'est pas tout simplement ça que vous dites que les schémas produits dans ces cabinets sont repris par d'autres sociétés. Dans quelle mesure c'est un peu l'inverse que le système capitaliste explique ce genre de cristallisation? Alors, je ne saurais pas dire qui est cause, qui est conséquence. En tout cas, si votre question, c'est sûr qu'il y a une affinité entre ce que je décris et, pour le coup, une vision plutôt libérale du mérite. Ça, concrètement. Parce qu'effectivement, ce qui est très important, comme principe méritocratique, c'est l'idée, et qui semble justifiée et légitime, c'est une rétribution différenciée des gains en fin de mérite. Et ça, c'est un principe libéral, en effet, de dire que le meilleur gagne, en quelque sorte, ou the winner take all. Donc ça, effectivement, pour ces salariés, donc je sais pas, donc, voilà, il y a plutôt une affinité avec ce principe de justice qui peut créer des injustices, mais qui est de dire rétribution inégalitaire des gains. Celui qui réussit, sinon voilà, un peu ce jeu-là. Ouais. Donc oui, affinité libérale, oui, clairement. Mais aussi, en tout cas. Alors c'est pour ça, je ne sais pas si c'est que libéral aussi, avec moi je souligne le système scolaire aussi, donc par exemple français. Donc voilà, pour ça je ne vais pas dire qui est cause ou quoi là-dedans, mais bon, il y a ces parallèles. Ouais.
Oui. Bonjour. Je suis assez curieuse. Je voulais savoir, est-ce que vous avez envoyé vos thèses au Big Four et est-ce que vous avez eu un feedback? Alors, je ne les ai pas envoyés. Mon éditeur ne me donnait pas beaucoup de bouquins gratuitement, donc je les ai gardés pour ma grand-mère. Mais en revanche, j'ai eu quelques contacts. J'ai eu 2 associés qui m'ont contacté suite à ça, de EY and Price. Je pense qu'ils sont plus ou moins informés qu'il y a ce livre, ils l'ont vu. Après, bon, je pense que ça les réjouit pas. Bon, c'est pas. Ils font face en plus par ailleurs en ce moment, surtout en audit en France, à des difficultés de recrutement d'élite. Parce qu'il y a la concurrence aujourd'hui davantage en termes de mode, hein, qu'est-ce qui est toujours plus prestigieux ou pas pour se démarquer aussi, hein, ou en termes de chances économiques, de la concurrence des entreprises, des GAFA par exemple, Google ou en France, etc., de cet univers-là qui apparaît comme voilà, plus à la mode. Bon, cela dit, donc 2 m'ont contacté, mais voilà, donc ça reste assez minoritaire, ils étaient intéressés, j'ai discuté avec eux, et en plus je pense que c'était des profils plutôt alternatifs d'associés au sein du cabinet. Une était en charge de la diversité, l'autre était issue d'un cabinet qui s'était fait racheter, avait une position, voilà. Donc peut-être que ça donnera lieu à d'autres discussions, mais aujourd'hui j'ai eu ces 2 échanges. Oui. Donc des gens qui s'interrogent, par exemple, sur effectivement comment modifier la culture un peu brutale de ces cabinets. Voilà, c'est des gens qui étaient intéressés de ce point de vue-là. Ouais. Ce serait bien de savoir que ici se comportent de la même façon que là-bas. Je pense que j'ai une voix forte, non? Non, mais c'est pour la vidéo. Ah, merde. Comment ça se passe au Luxembourg, vous voulez dire? Oui, ce serait bien de voir le parallèle. Oui, oui. En tout cas, de savoir aussi qui sont les profils qui viennent au Luxembourg, qu'est-ce qu'ils deviennent, en effet. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il y a des différences. Ça doit être effectivement des staffs beaucoup plus internationaux, donc il doit y avoir des différences. Disons, j'ai connu 3 jeunes qui travaillaient à KPMG. Oui. Donc, ils sortaient de l'école de commerce, donc, le même profil. Et ils ont fait un tremplin, ils sont devenus directeurs dans des grandes entreprises. Donc. Oui, d'accord. Assez classique alors. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite concernant justement tous ces anciens employés Big Four et de savoir où ils en sont aujourd'hui? Parce que on part du principe qu'ils vont tous finir au poste de directeur, ou en tout cas des postes très élevés. Oui. Ça, c'est une vision faisable, donc c'est cette théorie, mais en pratique, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, où en sont-ils? Parce que l'épuisement professionnel fait qu'on diminue en qualité. Et on n'est plus aussi compétitif que les générations qui viennent. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'il y a une étude qui a été faite dans ce sens. Ce serait intéressant, mais non, parce qu'effectivement, c'est difficile d'avoir, il faudrait avoir les annuaires de ces anciens. Alors même s'ils fonctionnent comme des écoles, je sais que certains grands cabinets ont des espèces d'annuaires d'anciens, mais les Big Four, non. Pas à ce que je sache. Non, pas dans ce sens-là. Plutôt dans le sens que je vous ai évoqué tout à l'heure, j'ai vu des enquêtes qui regardaient ce qu'avaient fait des directeurs financiers en poste. Voilà. Mais pas dans le sens de quels sont devenus les anciens salariés. Mais oui. De voir peut-être est-ce qu'il y a des ruptures de carrière, des profils atypiques. Peut-être, hein, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, du coup, moi, je n'ai pas rencontré, en tout cas, j'ai plutôt rencontré des gens qui étaient restés ensuite dans des directions financières. Ouais. Deux mots sur les Big Four au Luxembourg. Premièrement, un exemple que vous avez donné sur comment influencer les méthodes de gestion d'autres entreprises. Il faut savoir que le système que vous venez de montrer sur l'évaluation de 1 à 4 avec les mêmes termes, remplir les attentes, dépasser les attentes, en dessous des attentes, c'est un système repris par l'État luxembourgeois sur recommandation des Big Four pour les stagiaires, fonctionnaires du service public. 1 à
Pour donner un exemple. Pour donner un deuxième exemple, dans beaucoup de services publics, les Big Four, ils font des audits, et lors des audits, une des premières choses qu'ils proposent, qui est toujours bien accueillie par le personnel, c'est de dire ce service ne peut pas fonctionner parce que le directeur, il ne vaut rien, il faut le licencier. Il ne sera pas licencié, il aura un autre poste aussi bien doté, sans responsabilité, et ils mettent leur personne en place, qui très souvent reste en place dans ces entreprises publiques, c'est-à-dire comme ça, ils arrivent à influencer la gestion des autres entreprises, même publiques. Un dernier truc, les activités des Big Four au Luxembourg, c'est très très diversifié. Il ne faut pas avoir l'impression que les Big Four au Luxembourg, c'est seulement l'optimisation fiscale pour les multinationales. Il y a déjà l'audit pour optimiser le fonctionnement des entreprises, il y a le contrôle bilan, etc. Mais ça va beaucoup plus loin. Les Big Four, comme Ernst & Young, ils font par exemple de grandes analyses sur le secteur de l'électricité. Comment gérer le secteur de l'électricité, des réseaux dans l'avenir. Ils appliquent ça de nouveau au Luxembourg, même ailleurs. Ils ont des big data banks justement sur ces choses-là. La même chose pour PVC, pour les hôpitaux, pour KPMG, etc. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à influencer ou à même à prévoir comment gérer le futur de grands secteurs qui sont des secteurs publics qu'ils arrivent comme ça à privatiser. Et je crois que ce qui serait intéressant au Luxembourg, je ne sais pas si vous avez les contacts, c'est de faire une fois l'analyse des Big Four au Luxembourg. En fait, c'est pas seulement les Big Four, c'est des Big Five, je crois, parce qu'il y a les 4 et il y a tout le secteur des petits et moyens consultants qui dans la masse, je crois, font beaucoup, influencent beaucoup ce qui se passe au Luxembourg. Ce 5e pilier, il ne faut pas l'oublier, mais il faudrait avoir une fois une analyse, je ne sais pas si vous avez les contacts de le faire, sur les activités des Big Four et le fonctionnement des Big Four au Luxembourg. Ce serait très intéressant à mon avis. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question avant de passer aux dédicaces? Oui. Avec quelle méthode vous avez travaillé, particulièrement les interviews? Quelle méthode qualitative? C'était des entretiens semi-directifs, libres. Ensuite, si vous voulez savoir, après, il y a une sorte d'entreprise de codage un peu classique des résultats des interviews que j'ai retranscrites. Mais donc c'était qualitatif, et ensuite d'essayer de faire émerger les thèmes les plus importants. Voilà. Et de les faire discuter avec mon ethnographie aussi. Okay. Merci pour votre temps. Merci à vous. Voilà. Comme M. Stenger ne nous l'a pas dit, évidemment, il n'a pas présenté l'intégralité de son livre, donc si vous voulez en savoir plus, je vous recommande sa lecture. Et sinon, pour nos prochains rendez-vous, donc nous, à Ithaca, on vous dit, pour ce qui est de l'Altrimenti, on vous donnera rendez-vous le mardi 17 avril, donc toujours à la même heure, 12h15, donc juste après les congés, où on va parler, une fois n'est pas coutume, on va parler de philosophie, avec un philosophe qui s'appelle Michel Fer et qui s'est intéressé au fait de pourquoi on devrait s'intéresser, quel que soit son lieu d'activité, à partir du moment où vous considérez que vous voulez transformer la société, soit parce que vous voulez la rendre la société plus verte, soit parce que vous voulez défendre le droit des travailleurs, le droit des droits humains, etc. Pourquoi il faut considérer les marchés financiers comme une place centrale de conflit et non pas uniquement des multinationales ou des méchants gouvernements. Voilà, donc pour tous ceux qui s'intéressent à cette question, donc ce sera donc une conférence avec Michel Fer qui s'appelle Le temps des investis. Sinon, au cinéma, on vous donne rendez-vous non pas ce mois-ci, enfin le mois prochain, puisque vous l'avez peut-être vu dans les journaux, la Cinémathèque a des petits soucis
il doit se débarrasser de vilains insectes. Donc on vous donne rendez-vous le lundi 7 mai sur le sujet de la lutte contre les pesticides avec un documentaire qui s'appelle Circle of Poison. Et on va s'intéresser donc justement comment on peut, en tant que citoyen, lutter contre les pesticides aussi bien au Luxembourg et lutter contre leur utilisation dans les pays dits en voie de développement qui sont en train de suivre malheureusement la mauvaise route que nous suivons en termes d'agro-industrie. Et sinon, enfin, pour Etika, on vous donne rendez-vous, alors je crois que c'est le 22 ou le 23 avril, c'est sur notre site, dans un workshop qui sera consacré donc, à midi, au CITIM, donc 55 avenue de la Liberté, aux monnaies complémentaires avec Max Hilbert Dubecki. Voilà, nous vous remercions et nous souhaitons de bonnes fêtes de Pâques.